Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO et pour ce premier épisode que je reprends suite à Jean-Charles Cordali, j'ai le plaisir de recevoir Paul. Salut Paul. Salut Yacine, Tu vas bien ? ça va et toi ? Super. Écoute, je suis super content de te recevoir. J'ai envie de te poser une première question. Est-ce que tu peux donner un petit contexte, expliquer où est-ce qu'on est actuellement ? Alors actuellement, on est dans la salle de réunion qui se situe au-dessus de mon entrepôt. T'as plusieurs entrepôts, c'est ça ? J'ai 2 entrepôts, ouais. 2 Ok. entrepôts et celui-là est à Ivry-sur-Seine. Voilà. Excellent. Dans lequel on a emménagé au mois de février. Bon, pour la petite histoire, je vivais juste au-dessus et j'entendais tes gars charbonner au quotidien, donc super drôle. Ça fait plaisir de se retrouver là. Écoute, on va commencer par une première question. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous expliquer qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors, donc j'ai 38 ans, j'ai 3 enfants, un d'1 an, un de 2 ans, non, de 5 ans, pardon. Et le dernier va avoir 6 ans. Et le dernier, en fait, il s'appelle La Belle Vie. Voilà, c'est mon dernier enfant. C'est mon premier enfant, La Belle Vie. J'allais te Yacine, dire, il a mais rien t'es compris. sérieux ? Ouais, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ok, c'est bon, je comprends l'humour. Et merci de comprendre l'humour. Et on a lancé ça donc il y a 6 ans. Avant ça, j'avais créé une startup qui faisait des applications mobiles. Et avant ça, je travaillais dans le marketing dans différentes startups. Ok. Moi, il y a un point qui m'intéresse pour commencer, ce serait un petit peu de comprendre, tu le disais toi-même, tu as commencé le marketing. Ouais. Aujourd'hui, tu es dans un business où j'ai l'impression que le business de la GMS, dis-moi si je me trompe, mais c'est plus sur de la logistique. Mm. En fait, quand tu as fait tes armes dans donc tes premières expériences en marketing, j'ai même vu que tu as bossé pour la mairie d'Evry. Ouais. Voilà, On j'aimerais faisait pas de comprendre. marketing à la mairie d'Evry. Ah ouais ? On faisait de la com. Ouais, ok. Mais j'aimerais comprendre, en gros, c'est quoi, par exemple, comment tu as pu faire tes armes là-bas ? Qu'est-ce qui t'a permis, en fait, de aujourd'hui arriver jusqu'à la belle vie ? Et je sais qu'il y a plein d'étapes entre-temps, mais je te laisse nous raconter tout ça. Donc du coup, on va commencer par la mairie d'Evry. Étape très importante dans ma vie. Et là, les gens ils se disent mais qu'est-ce qu'il raconte ? Pas du tout. En fait, après, je vais peut-être avoir des gens qui vont pas m'aimer. J'ai travaillé 1 an dans le cabinet de Manuel Valls à l'époque où il était encore maire d'Evry et pas encore député. Il a été élu député, je pense, l'année où j'ai travaillé à la mairie. Donc j'ai appris énormément au service communication de son cabinet pendant 1 an. J'ai travaillé avec des gens qui bossaient énormément. Voilà. On n'est pas c'est dans un cabinet de député maire, travailler 7/7. C'était très intense. Travailler avec des gens qui ont de l'ambition, qui ont une vision, qui ont aussi des convictions, alors aussi. Et j'ai énormément appris pendant cette expérience-là, notamment en termes de proximité avec les gens et aussi en intensité de travail. Ok. Je savais pas du tout Manuel Valls, c'est hyper intéressant. Et du coup, alors là, c'est vraiment, pour moi, c'est le grand écart. Comment t'es passé de presque le milieu politique à justement la sphère un peu plus tech ? Donc, t'as commencé d'abord, t'es allé chez Icar. Ouais, c'est ça. En fait, je suis arrivé à la mairie d'Evry un peu par hasard. Je cherchais un job dans la com et dans l'internet. Et en fait, je connaissais Manuel Valls avant qu'il soit maire d'Evry, donc ça remonte déjà plus de 20 ans tout ça finalement. Et en fait, je m'occupais de ses enfants au rugby. Excellent. Et un jour, voilà, je savais que c'était le maire d'Evry, et puis je m'occupais de ses enfants. Ça faisait 3-4 ans que je m'en occupais, et puis un jour, je lui dis Monsieur Valls, je cherche un travail dans l'internet. Il fait ah, ça tombe bien, je cherche quelqu'un dans l'internet. Vous, je vous veux parce que je sais que vous êtes sérieux et vous bossez bien. Voilà. Et puis je suis arrivé comme ça pendant 1 an à la com d'Evry, à la com sur internet. En gros, je gérais le site internet et un peu de com de Manuel Valls. Ok. Et ensuite, voilà, après ça, je suis quand même, avant de travailler chez Icar, j'ai passé 1 an, presque 2 ans aux États-Unis. Ok. Voilà, je suis parti à la fac là-bas.
D'accord, donc tu as Voilà. fait un master, ouais, c'est UCLA, c'est C'est ça, ça? UCLA, c'était vraiment une super expérience où là, j'ai eu beaucoup de freins psychologiques qui ont sauté. J'ai côtoyé des gens du monde entier et ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur pas mal de choses. Déjà que sur la Terre, on n'est rien, tu vois. Ouais, Tu, ouais. tu côtoies des Japonais, des Indiens, des Américains. En fait, finalement, on est tous pareils. Et qu'on n'a qu'une vie. Certains n'ont pas la chance de partir, d'avoir la même ligne de départ, d'autres une ligne de départ un peu plus avancée, mais c'est pas grave, on reste des gens qui s'entendent bien et voilà. Donc la vie, Tu as fait 2 ans là-bas, c'est je ça? fais quasiment 2 ans et Ouais. finalement tu te dis que tout est possible quoi, avec ces mecs-là quoi, parce que tu côtoies des gens qui ont réussi et tu te dis bah voilà finalement t'es un peu comme eux quoi. Donc tu Tu peux as côtoyé un peu la sphère tech là-bas déjà ou? pas du tout la sphère tech. En fait, j'étais pas du tout très start-up à l'époque et encore, tu vois, tout ce qui est Silicon Valley, etc. Enfin, on était encore en 2003-2004, quoi, tu vois, ça Ouais, remonte ça a commencé, ça quoi. commençait, quoi. Donc, tu parlais pas trop de start-up, d'entrepreneuriat. Enfin, voilà, il fallait suivre un cursus scolaire classique et à l'époque, c'était beaucoup de marketing, quoi. Tu vois, et le marketing sur Internet, c'est le truc, on savait que ça allait boomer. Donc, je suis tombé dedans. Et j'ai eu la chance de finir ça aux États-Unis. Et c'était franchement très cool parce qu'encore une fois, j'ai côtoyé des gens qui m'ont ouvert les yeux sur pas mal de choses personnelles dans la vie, et notamment l'envie de réussir, l'ambition et surtout de l'entrepreneuriat, hein. Les States, c'est un pays d'entrepreneurs, hein. Voilà, Donc donc, le diplôme UCLA était pas une fin en soi, c'était le début, quoi. bah, c'était le début, c'était la fin de mes études et le début de quelque chose que j'avais en moi depuis toujours, je pense. Mais il fallait poser des mots dessus, il fallait que ça se révèle. Mais cette ambition de vouloir un business Tu voulais vraiment créer, tu voulais être à la base d'un business? toujours, je voulais être à la base de quelque chose. En fait, je voulais toujours avoir un impact. C'est ça, en fait. OK. J'ai toujours voulu avoir un impact dans tout ce que je fais et, dans, et autour et toujours avoir un impact avec les gens qui m'entouraient. Ça, c'est quelque chose qui avec le recul, est assez flagrant, je crois. Et ma mère me le disait il n'y a pas longtemps, quoi. Donc voilà, enfin, voilà, j'ai toujours voulu aider les gens qui sont autour de moi, les faire avancer par moi-même et voilà, Et si professionnellement. je comprends bien, parce qu'en plus aux US, j'ai presque envie de dire que pour eux, l'entrepreneuriat, c'est un jeu et que c'est facile, alors que ça l'est pas du tout, je pense, mais c'est beaucoup plus démocratisé. Si on fait une rétrospective, avant que tu crées O3 July, si je Ouais, le dis bien, ouais, ouais. il y a eu quand même plusieurs expériences. Il y a eu 5 ans d'années en tant que salarié. 5 ans. Ma question, c'est vraiment, en fait, pourquoi, si dès le début, l'entrepreneuriat te démangeait, qu'est-ce qui te manquait que tu as pu acquérir au cours de ces 5 années qui t'ont permis de basculer directement en tant que, bah, du coup, CEO de O3 July? Deux choses, personnelles et professionnelles. Donc, personnel, la confiance, Ok. c'est-à-dire appliquer des choses, côtoyer des gens qui croient en toi et qui disent que c'est possible. Et quand tu les regardes, tu dis bah, finalement, bah, ils sont pas si différents que toi, donc c'est possible aussi. Donc la confiance, Donc ça, c'est en interne, mais c'est aussi d'un point de vue commercial, par exemple. exactement, exactement. Bah, commercial, côtoyer avec des directeurs commerciaux, structurer ton langage commercial, savoir vendre, savoir prospecter. En marketing, savoir vendre, tu vois, c'est important. Comment est-ce que tu peux vendre à des millions de personnes avec un message? Donc ça, il fallait finalement appliquer ce que j'avais appris à l'école. Euh, Certains montent des startups directement. Moi, je me sentais vraiment pas prêt. Euh, et par contre, j'ai toujours su que j'allais monter une boîte, mais je me sentais pas prêt. Voilà. Et pourquoi plutôt une petite structure dans ce cas-là? Enfin, C'est une tout est petite- relatif, hein. Non, non, c'est une petite structure et tu as bien raison. J'avais le choix à l'époque entre une grande structure et celle-ci. Et c'est le discours de l'un des dirigeants et associés qui m'a plu. Voilà, et je pense que pas mal de nouveaux diplômés aujourd'hui ont envie de rentrer dans une start-up, mais ont aussi envie d'écouter un message du dirigeant et d'avoir un impact plus fort. Et encore une fois, je reviens sur l'impact. Tu vois, je pense avoir toujours voulu avoir de l'impact autour de moi, quoi.
Donc, C'est ce que final. tu cherches chez tes collaborateurs, là, tous tes employés, par exemple? Quand tu leur fais passer leur entretien, c'est un truc important pour toi, là, Ouais, comment dire, ouais, ouais, le sens qu'ils veulent donner à leur job? moi, de plus, j'essaye de, j'essaye vraiment d'aller chercher, de voir ce qu'ils ont dans les tripes, où est-ce qu'ils veulent aller. Ça m'intéresse énormément chez mes collaborateurs. Malheureusement, je peux pas le faire tout le temps, et peut-être que je vais sûrement mettre des process pour essayer de le découvrir, mais moi, ce qui me plaît, c'est les mecs qui s'arrachent et au bout de 3 mois, ils viennent me dire, en fait, j'ai fait tout ça et je veux plus de salaire, quoi. Ah ouais, on va analyser ce que tu as fait. Et puis voilà, ça me plaît vraiment, hein, des gens qui poussent ma porte à tout niveau, hein, mais qui poussent ma porte, qui me disent, moi, je peux plus. Voilà. Et j'aime ça, cette ambition. Voilà. Ok. Je reconnais la valeur du travail et je sais voir un mec qui bosse, quoi. Et si j'étais investisseur, j'investirais déjà dans les mecs qui bossent, quoi. C'est Ça, comme ça que tu as levé des fonds, mais on va en je reparler sais du pas coup. ça, je sais pas, mais en tout cas, un jour, peut-être j'investirai dans les gros bosseurs, c'est sûr. Tu veux nous parler, on va parler évidemment de la belle vie, mais on va garder encore deux, trois petites minutes pour parler encore de tes expériences avant, parce que je pense que c'est important de comprendre le Ouais, ouais, background pour ouais. savoir où est-ce que tu es arrivé aujourd'hui. Tu veux nous parler un peu de O3 July, du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Et je pense que juste avant, tu as quand même eu une expérience chez Zipro aux US. Ouais, alors exactement. En fait, j'ai quitté le monde salarié vers 29 ans, un peu avant mes 30 ans. C'était l'horloge interne. Je me suis toujours dit avant 30 ans, je devrais lancer un truc. Et ça s'est fait parce que je sentais que j'avais fait le tour d'où j'étais. Et en vrai, dans le marketing, à un moment donné, plus tu montes et plus c'est serré, quoi, en haut, quoi. Donc, je voulais pas batailler forcément pour trouver la place dans la boîte, etc., etc. Je me suis dit, je vais monter ma boîte tout seul et c'était mon ambition et ma profonde envie. Donc j'ai quitté la boîte où j'étais Rentability Web et ça s'est super bien passé, j'ai adoré cette expérience-là. Et donc par la suite, j'ai lancé ma boîte au 3 July. Mais entre l'arrêt euh, de ma vie de salarié au lancement de ma première application, j'ai rencontré le fondateur de Zipro, qui s'appelle Philippe Gugelmetti. Euh, et, et j'ai adoré ce contact. Ce mec-là, en fait, c'est le premier entrepreneur de la tech que j'ai rencontré. Mais Mhm. vraiment, son CV, il est juste ouf, hein. Pendant la bulle, il a créé une boîte qui s'appelle Integra, une boîte qu'il a montée dans les 2000, fin 90, début 2000, à 1500 personnes, market cap à 1,5 milliard, à 34 ans, plus jeune patron du SBF 120. Et la bulle s'écrase et il arrive à s'en sortir en vendant ça 250 millions d'euros à Verizon. Ok. Donc, ça a été le premier gros entrepreneur ouf que j'ai rencontré. Et le fit s'est super bien passé entre nous. Et Il avait déjà lancé Zipro ou il était c'était en dans le train de lancer pipe? Ouais. Zippo, en fait. Ok. Il était vraiment le tout début. J'ai trouvé ce mec complètement ouf. Il Et t'a j'ai- recruté pour quel poste, toi, du et coup? j'étais complètement admiratif et bluffé par ce mec-là. Et, euh, et aujourd'hui, c'est mon mentor et il m'a recruté. En fait, il lançait une imprimante 3D. C'était l'époque d'imprimante 3D qui cartonnait sur Kickstarter. Et il croyait vraiment dans cette industrie-là. Et moi, je voulais suivre ce mec-là. Et il m'a recruté pour faire du marketing et gérer en fait le lancement de sa boîte. Voilà, moi j'aime bien lancer les trucs. Et donc du coup, il a créé Zipro et on a fait un lancement aux États-Unis. Donc, on s'est connu à Paris, mais il a vite compris qu'il fallait être aux States et à San Francisco à ce moment-là. Et donc du coup, on est parti vivre à San Francisco. Et il a lancé sa boîte là, on a lancé le Kickstarter. Et à l'époque, on a fait 370 ou 350 000 dollars. C'était pas mal à l'époque, c'était il y a En combien de temps, 6-7 ça? ans. En 2 semaines et demie, 3 semaines. Ok. Et ça a fait Donc crowdfunding, partie, ouais. avec crowdfunding, et ça a fait partie à l'époque des 10 plus gros Kickstarter tous les temps. Donc il y a quand même des Kickstarter assez connus, qui ont fait plus de 10 millions de dollars à cette époque, mais on faisait partie des 10%. Et à l'époque, Kickstarter, c'était vraiment the truc pour lancer ces nouveaux produits. Et c'était cool. Et finalement, on est resté là-bas, franchement, avec des allers-retours en France quasiment 1 an, quoi. Mais le Kickstarter, on a vécu 2 mois
à Sunnyvale, dans une maison, euh, mais sans sortir, quoi. On bossait jour et nuit, quoi. Ok. C'était incroyable, c'était génial. Et tu parlais de l'impact là tout à l'heure. C'était déjà prédominant au moment de Zipro. Tu avais quelque chose pour le produit en tant que tel ou là c'était suivre quelqu'un? J'étais la partie marketing qui savait gérer les réseaux sociaux à l'époque, tu vois, ce truc fun, regard jeune. Je dis pas qu'ils étaient pas jeunes, mais voilà, tu as besoin de tout. Et en fait, ça m'a prouvé une chose, c'est-à-dire que tu as beau monter les plus grosses boîtes, avec les plus grosses market cap, à un moment donné, les jeunes, c'est super important dans ton équipe parce que ça t'apporte un regard nouveau et une certaine fraîcheur. L'expérience, elle va te mieux driver et t'empêcher de faire certaines erreurs, mais à certains postes, dans le marketing et le product, tu vois, on va essayer de te trouver le petit truc qui shine, la petite cerise sur le gâteau. Et aujourd'hui, c'est un peu ça aussi chez La Belle Vie, quoi. C'est un mélange de genre et de style. Et ça, c'est cool. Bon, t'enchaînes et c'est plutôt parfait, mais tu vas un poil vite. Moi, je voulais juste avoir ton petit retour d'expérience sur O3 July. Déjà, tu étais solo founder ou vous étiez à deux? On était quatre. Ah, vous étiez quatre. On était Ok. quatre, mais c'est moi qui ai initié le truc. Ok. J'étais avec un super développeur, un putain de génie. Encore aujourd'hui, je connais personne qui s'est codé en natif et qui s'est switché comme ça d'Android à iOS et Windows Phone à l'époque sur 3 langages différents, mais en natif. Enfin, Et c'était quand incroyable. ça? C'était il y a 9 ans. Ok. Il y a 8-9 ans, ouais. Il y a 8-9 ans donc et deux super créatifs. Moi, je suis très sensible à tout ce qui est design, etc. Et tu veux nous dire ce que c'était du coup Bien O3 sûr, July? on a créé des applications dites Drive to Store, c'est-à-dire que sur une carte, on trouvait ton point d'intérêt, enfin ce que tu cherches. Donc on avait sorti ce que tu cherches, ouais, très, très ciblé. On avait sorti 3 apps, donc Hungry Now, qui te permettait de trouver dans le monde entier ton fast-food préféré. Et en vrai, on n'a rien inventé, on a juste réinventé et mis au niveau. Parce qu'à l'époque, des applications, il en existait peut-être 30 comme ça sur iOS. On a juste sorti la meilleure, la plus belle, la plus performante, la plus précise. Donc c'est que de l'UX, Que du, c'est du alors, c'est design. de l'UX, c'est du design et c'est de la putain de base de données, quoi. Mais ça, c'est plus important. D'un côté, c'est là que tu comprends l'importance du cœur, quoi. Le design et l'UX, ça va vraiment après, quoi. Si t'as pas de data donnée, c'est mort, quoi. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on sortait une application mobile, franchement, on passait des mois et des mois à récolter la donnée, quoi. Et c'est ça le taf le plus dur. Le design, c'était vraiment, entre guillemets, secondaire, mais important. Bon, il fallait d'abord se focus sur le cœur de notre sujet. C'est-à-dire que si quelqu'un cherchait une station essence, un distributeur de billets ou, euh, ou un fast-food, s'il ne le trouve pas, hop, il désinstalle ton app, c'est fini, quoi. Ok. Donc nous, on s'est vraiment focus sur ces bases de données-là. Donc ça a bien marché, 2 ans. On a eu pas mal de récompenses, de features hein, dans le monde entier. Pour les millions de downloads. Franchement, c'était cool sur des applications qui sont complètement. C'est des applications qui coulolent. Hein, C'était en France hein, que tu as lancé ça. J'ai lancé ça en France et justement parce que j'avais commencé à bien tâter les États-Unis, je voulais faire le flip aux États-Unis. On avait tout en fait, on pouvait tout faire. On avait investisseurs, on avait des contacts là-bas, etc. Et surtout, on avait à l'époque un projet pour monétiser ça qui était solide. Je voulais créer une régie pub, des drive to store, on utilise des POI, enfin voilà, un truc assez costaud. C'est quoi des POI? Point of interest, c'est les points, Ok. c'est l'aiguille rouge sur la map. D'accord, je vois très bien. Il n'y a pas le jargon encore. Voilà, mais c'était vraiment, on voulait flipper la boîte aux États-Unis. Et voilà, on a eu pas mal de divergences d'ambition et de vision et pas mal d'autres choses. Et finalement, on est tombé dans le cas extrêmement classique des cofondateurs qui se prennent un peu le bec et qui, pour le bien de la société, il y en a un qui doit partir et puis voilà. C'est toi qui es parti? Et c'est moi qui suis parti. Donc j'ai créé une boîte et je suis parti.
C'est Ok. comme ça, mais la boîte à corps existe aujourd'hui, Tu elle dis, vit, et puis tant mieux, hein. tu dis ça arrive, parfois c'est inévitable, c'est sûr, hein, quand tu peux avoir des désaccords avec tes co-founders. Sans rentrer dans le sujet du désaccord, à ce moment-là, c'était un momentum critique pour vous parce que vous pensiez déjà vous à aller aux US. Enfin, c'était la next step en gros pour vous. Pourquoi toi t'es sorti sans forcément parler du désaccord, mais derrière, est-ce que tu avais déjà dans la tête, en fait, dans un coin de ta tête, la belle vie, et tu t'es dit, voilà mon troisième bébé qui va arriver? Non, pas du tout. Déjà, c'était très compliqué parce que financièrement, c'était très chaud. J'avais dépassé très largement mes allocations chômage, en monétisé à peine. Euh, mais de toute façon, je sentais que c'était un cul-de-sac. C'est-à-dire que, attention, je dis pas de mal de mes anciens associés, hein, parce qu'ils sont très brillants. Mais une association, c'est pas juste des gens brillants, quoi. C'est avant tout des gens qui s'entendent. Tu vois, Mhm. c'est complètement con à dire. Mais, euh, mais on s'entendait bien, mais professionnellement, on s'entendait pas, quoi. Tu vois, et il y a Ok. vraiment une différence entre le pro et le perso. Ouais. C'est très dur, très dur. Et encore aujourd'hui, je vois beaucoup de néo-entrepreneurs qui se foirent à cause de ça. Et je pense que toi, dans un fond, c'est critique, hein, de voir l'osmose entre les associés. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de cas de sociétés qui craquent à cause de ça. Mais je le sentais, et de toute façon, je pouvais rien faire d'autre. C'est-à-dire que je sentais qu'on était dans un cul-de-sac. Voilà, c'était sans se bouffer le nez, ou soit, soit je partais, ou soit quelqu'un partait, quoi. Donc en vrai, moi, je savais qu'on allait dans le mur. Donc, Mais c'est pas pour autant que tu t'es lancé tout seul par la suite, hein. non, je me suis pas lancé tout seul par la suite, parce que je sais qu'une entreprise, une grosse entreprise, c'est toujours mieux à deux. Il faut être deux, voire trois, pas plus, quoi. Mais tu peux pas la réussir tout seul, quoi. Tu peux pas la réussir tout seul. Et puis en vrai, vivre des aventures et vivre ça seul, c'est pas mon mindset, quoi. C'est pas mon mindset, tu vois. Moi, j'aime bien aller au taf avec des gens que j'aime bien discuter. J'aime l'échange humain, quoi, tu vois. Ouais, puis les impacter au final. Voilà, impacté. Sinon, j'aurais fait un autre métier. J'ai décidé de faire créer des entreprises. Euh, j'ai un, attention, j'ai rien contre ça, hein. Je suis pas consultant, quoi. C'est Ouais, vraiment notre ouais, bien mindset, sûr. tu vois. Donc, je suis entrepreneur, je crée des entreprises, et dans l'entreprise, il y a énormément de choses, et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est lancer des projets, changer de taf tous les mois, finalement, tu vois. Euh, Avoir de nouveaux voilà, challenges, le quoi. nouveau challenge, avoir, tu vois, on s'ennuie pas, quoi. On s'ennuie pas, mais Mais c'est ce que je on va en recherchais. parler, on va Donc, rentrer dans le vif du sujet. donc voilà, j'ai décidé de partir de l'entreprise que j'ai créée, évidemment à contre-cœur, mais avec beaucoup de raisons. Euh, et quelques semaines après, euh, mon associé d'aujourd'hui, qui était aussi l'un de mes anciens boss dans mes 5 années salariées, euh, et, et aussi actionnaire de ma première startup, m'a convaincu que j'en avais sous le pied, que c'était encore possible, qu'il fallait pas abandonner, et que tout ce que j'avais fait, il y avait des trucs mauvais, mais aussi des trucs bons, et qu'il fallait persévérer. Et donc, il m'a convaincu de ça, on s'est associés, euh, et Vous avez déjà l'idée à ce moment-là? il avait déjà l'idée, c'est son idée, hein. Moi, D'accord. je suis que le chief exécutif. C'est le Voilà. nom, hein. Et, il avait cette idée, elle m'a plu. Surtout, ce qui m'a plu, c'est cette grandeur de marché, quoi. Franchement, la food, c'est plus gros que le pétrole, On mec. arrête. J'ai l'impression C'est que plus nos gros que le pétrole. auditeurs, on a pris pour acquis qu'ils sont avec nous. Et Ouais. peut-être qu'ils savent pas ce que c'est la belle vie pour le peu qui en reste. Donc, si tu veux présenter un petit peu. Alors, la belle vie aujourd'hui, c'est un site où vous pouvez faire livrer vos courses en moins de 2 heures, 3 heures à Paris, Île-de-France, et le next day dans toute la France. C'est 8000 produits, et la particularité de la belle vie, c'est sur ces 8000 produits-là, il y a plus d'un tiers de produits frais, des produits frais avec un vrai primeur, plus de 100 fruits et légumes différents, et ça, c'est complètement inédit.
une vraie boucherie, une vraie boulangerie, une vraie poissonnerie, une vraie fromagerie avec plus de 100 fromages AOP. Notre savoir-faire, finalement, c'est de savoir gérer les entrepôts comme tu es aujourd'hui, Yacine, d'entrepôts quadrés température, avec des produits secs, avec des longues DLC, mais aussi avec des produits vivants, avec des DLC qui ne dépassent pas la journée, et avoir un inventaire de 8 produits avec des durées de vie différentes, c'est extrêmement dur à faire, surtout sur des petites surfaces comme la nôtre. Et aujourd'hui, c'est notre savoir-faire et qui est propulsé par un logiciel qu'on a créé. Et Donc, tu as un logiciel en interne, logiciel en interne, le l'optimisation de premier logistique. WMS de la livraison de courses à domicile en moins d'1 heure. C'est pas très sexy, mais c'est ce que ça veut dire. Donc, encore une fois, c'est personne en Europe ne sait gérer des entrepôts aussi petits avec autant de références et avec autant de produits différents et 4 températures différentes, quoi. Je prends l'exemple vraiment d'un user. Bon, je l'ai été moi-même, mais je vais pas répondre Ouais. à la question pour pas biaiser du coup la réponse. C'est quoi la value propre en une phrase, tu vois? Pourquoi eux, ils passeraient par la belle vie plutôt qu'ils allaient aller voir, je sais pas si ça s'appelle Carrefour Drive ou autre. Pourquoi la belle vie en fait? Bah, la belle vie, tu te fais livrer tes courses très rapidement et des produits frais et de qualité. Voilà. Ok. C'est aussi simple que ça, mais finalement, Il y a quand même sur la un user livraison, experience. bon, il y a l'user experience, évidemment, la livraison rapide, un service client, Accessible aussi. accessible, des produits de qualité. Ouais. Enfin, on fait travailler des fournisseurs, des petits producteurs dans la France entière. On essaye de remettre à niveau l'offre alimentaire. Enfin, le retail, ces dernières années, on s'est vraiment axé sur ce qui marche, des produits industriels, avec beaucoup de marge, etc., etc. Mais on a oublié que finalement, dans un boucherie, il n'y a pas que du steak haché, la côte de bœuf et l'entrecôte, quoi. Tu peux avoir 50 bouts de viande différents sur ta boucherie avec un animal. Tu peux avoir des viandes d'exception, pas forcément bio, mais qui viennent d'autres pays, hein. Quand tu vas manger de la Black Angus, voilà, hein, ça vient d'Allemagne. Quand tu vas manger Donc vous faites de l'import quand même. bien sûr, on fait de l'import, on va chercher des bons produits. Ok. Voilà, on va chercher des bons produits et c'est notre truc à nous, parce que on pense que manger avec du goût, c'est dans le monde entier. Et en France, on est un pays, franchement, c'est le pays le plus riche culinairement parlant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a Le Maroc aussi. Je vais poser une question, il y a combien de plats au Maroc? Je sais pas combien il y a de Ouais, plats, mais bon, je suis franco-marocain, ouais. je suis biaisé. Ouais, Disons que je suis non. dans les deux meilleurs pays Non, mais culinairement non, parlant. c'est vrai, mais c'est très bon. On a un super couscous sur la Belleville qui est nos best-sellers d'ailleurs, tu vois. Tu l'as Ok. pas goûté celui-là, mais tu Bah, vas, je mange que celui de ma mère, voilà, désolé. tu vas manger celui de la Belleville en pensant à ta mère, en disant celui de ma mère est quand même meilleur, mais le deuxième c'est la Belleville. Ouais, j'espère que ma mère nous écoute pas. Le deuxième c'est la Belleville, le meilleur c'est ta mère, y a pas de problème. C'est celui où il y a le plus d'amour qui est le Ouais, meilleur. mais déjà, si elle entend que j'en goûte un autre, ça va mal passer, c'est pour Tu le ça. diras pas, tu le diras pas. Et la France, c'est un pays avec énormément de couleurs, de saveurs, de plats, etc. Et c'est unique au monde. Unique au monde. Et ça, il faut pas le perdre. Et plus j'avance dans cette histoire-là, et plus je me dis, franchement, c'est incroyable. Faut se battre pour ça, quoi. Et, euh, et ça, c'est cool. Et ça, donc, c'est ça la belle vie aujourd'hui. Donc, vous avez une app, vous êtes dans le bus, faites vos courses, vous arrivez chez vous, vous êtes livré et vous mangez bien, vous cuisinez. Et, euh, et puis ça, c'est une super user experience, quoi. J'aimerais qu'on comprenne un petit peu. Donc, la Belle Vie, ça a été créé il y a 5 ou 6 ans, c'est ça? 6 ans, ouais. 6 ans. Ouais. Alors, je sais pas si tu peux communiquer aujourd'hui exactement sur tes chiffres, mais est-ce que tu peux nous expliquer au moins ce que tu as fait pendant le confinement? Tu es une des rares boîtes qui a pété, tout pété, en tout cas dans le sens positif du terme. J'ai cru comprendre que les nuits et les journées, enfin les journées étaient longues, les nuits assez courtes pendant le confinement. Toujours. Donc j'aimerais comprendre en vrai, aujourd'hui, t'en es où? Mais surtout, essayer de comprendre à quel moment ça a commencé à popper l'offre, à quel moment tu as commencé à avoir de plus en plus justement, que ce soit des primeurs, que ce soit des fournisseurs en termes de boucherie ou autres. Je pense qu'on a commencé à être sous les radars de tout le monde en janvier 2019. On commençait à être assez gros. Et avant le Covid, enfin la crise du Covid, on était très content de croissance. On disait,
entre décembre et février, on était sur du 25-30% month over month. Ok. Toi qui vis ici, tu es Ouais, content. ouais, Tu ouais, dis, ouais, plutôt. Belle métrique. pourquoi j'ai pas investi, merde. Ah, Non, pour mon fonds, je n'y travaillais pas je encore, donc déconne, ça va. je déconne. C'est Mais qui tes fonds, du coup, tu voulais enfin, je sais pas si tu veux en parler rapidement. ouais, c'est Capagro, Fabrice Grinda, la famille Dreyfus, des Ouais, quand même super des gens business du secteur, quand angels, même. Kima, Ok. voilà, Hello Capital, ouais, des gens du secteur, des super business angels. Ta dernière levée, c'est combien et quand? Alors la dernière levée, on l'a annoncé au mois de mai, mais en vrai on avait levé avant le Covid, avant la crise du Covid, donc c'était en janvier et c'était un peu moins de 11 millions d'euros. Ouais. Ok. Enfin même plus, déjà en plus. Ok. T'as pas une grosse série A. C'est une grosse série A, ouais, mais c'est cool. Ok, c'est un beau timing aussi avant le Covid. C'est un magnifique timing, mais personne n'a su que le Covid était là. Et encore une fois, il faut féliciter les investisseurs qui ont vu ça, qui ont senti quelque chose chez nous qui était au-delà du sourcing, évidemment, mais aussi de la tech. On est une food tech. Et ça, ils l'ont vu et tant mieux. Voilà, enfin, c'est cool pour eux. Et j'espère, franchement, très sincèrement, qu'ils se font des jolis multiples un jour grâce à nous. Et, euh, On leur souhaite et on te le souhaite. très honnêtement, je serais très, très heureux qu'ils le fassent. Et moi, un peu derrière, tu vois. Et je dis pas ça, genre le mec, tu vois. Euh, mais tu vois, et à un moment Non, donné, c'est ces mecs, rétribuer la confiance, en gros. ils t'ont fait confiance, quoi. Ouais, bien Ils sûr. t'ont fait confiance quand tu n'étais pas forcément au top de ta forme. Et c'est comme ça. Et franchement, moi, je vois l'investissement, c'est d'abord ça, c'est une histoire de confiance et d'homme. Après, voilà, l'argent, c'est l'outil, c'est le fun, mais d'abord, c'est des mecs qui ont investi, quoi. C'est pas un robot, c'est des gens Ouais, bien qui ont sûr. dit, Mais bah, je vais investir on va en et je parler, vais ouais. travailler avec lui. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Et tu choisis là ton collaborateur, tu n'as pas envie de te tromper. Et, euh, et, euh, et je les remercie vraiment, franchement, mon fonds, mes business angels, franchement, tout le monde sait que ma porte est toujours ouverte et je suis Bah, toujours ravi de raconter la belle vie, où est-ce qu'on en est. c'est Quand quoi c'est chez eux, les franchement, ils arriveraient là dans le podcast, je leur dis assieds-toi, on peut se casser tous petits ensemble. cafés, Hein. ça part? Petit café, hein. Non, juste pour comprendre, en fait, c'est parfait, t'enchaînes, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui fantasment sur le principe d'une levée de fonds. Il y en Ouais. a qui se posent la question, est-ce que je fais ça en business angel? Il y en a d'autres qui se posent, ou versus un fonds, hein. Il y en a d'autres qui se disent, je vais aller faire de la dette. Moi, j'aimerais parler Je un petit fais peu de tout, je tout la... fais. Ouais, mais c'est quoi pour toi, en tout cas? C'est quoi l'importance d'avoir l'accompagnement? Si tu peux me citer, disons, max 3 points, Ouais. mais des choses que, bah, justement, tu t'es rendu compte que tu n'avais pas avant. Ils ont pu te l'apporter. Et voilà, enfin, je te laisse free mic, mais qu'est-ce qu'ils ont pu t'apporter, toi? Euh, Enfin, de toute façon, quand tu apportes sur la tête, pardon, la tête, sur la table du brain, c'est pas qu'une chose, c'est vraiment un savoir qui a pas gros, c'est un savoir spécialisé dans la food. Ils ont des LPs qui sont parmi les plus gros de France et d'Europe, producteurs, fournisseurs, créateurs dans, 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 dans l'alimentaire, l'agroalimentaire, et avoir des connexions et des ponts très faciles avec les décisionnaires dans ces groupes-là, c'est évident que c'est plus simple. Hein. Aller voir l'un des plus gros retailers, aller voir directement le numéro 2, le numéro 3 et connaître sa vision du retail, ça n'a pas de prix. Challenger nos idées avec lui, ça n'a pas de prix. Pareil pour le plus gros producteur de viande, le producteur de blé, etc. Enfin, tu vois, ils ont une série de LPs qui sont incroyables. Eux-mêmes ont aussi des expériences dans le financement des entreprises. Hein. Ce pas des jeunes VC. Hein. Ils ont vu pas mal de success stories françaises. Voilà, et success stories, elles sont toujours différentes, mais il y a deux, trois trucs qu'il faut avoir. Hein. C'est-à-dire savoir bien recruter, savoir avoir des finances bien suivies, ce genre de choses. Et voilà, ils sont là pour aussi t'aider quand ça va pas, hein, parce que, encore une fois, c'est des collaborateurs et c'est des gens. Oui, il y a un travail psycho, un soutien moral. Ouais, complètement, complètement. Enfin, pas tous les entrepreneurs sont comme ça, hein. Encore une Mhm. fois, je veux pas faire une généralité, mais moi, j'aime beaucoup.
j'aime beaucoup parler toutes les semaines avec mes VC. Voilà, et c'est bien, ils nous challenge, la strat, le machin, ça va pas bien, pourquoi, et les trucs qui ont été faits. Voilà. Et voilà, ça, je trouve que c'est très agréable. Ok. Et surtout que c'est toujours dans la construction. Voilà, toujours dans la construction et on fait pas toujours tout bien, mais c'est dans la construction, quoi. C'est pas aussi l'intérêt d'avoir ton cofondateur? Être capable de se challenger, de se remettre en question. Oui, bah, évidemment, il y a de ça, mais Au-delà mon de la cofondateur, complémentarité, c'est quoi. de la complémentarité, mais c'est aussi complémentaire à tout sens. Il y a des hauts débats dans la vie. Bah, parfois, je peux être absent, et il sera là, et vice-versa. Challenger sur des idées, donner des opinions. Voilà, et enfin, franchement, ça se passe super bien avec mon cofondateur. On a trouvé un bon équilibre. Euh, c'est l'équipe qui nous convient. Ce sera peut-être un autre équilibre. C'est peut-être pour un œil externe, c'est peut-être non, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, mais en tout cas, nous, ça nous convient. Pour d'autres, ça va être waouh, vous avez de la chance. Voilà, chacun son équilibre dans une entreprise, dans un couple, et tant que ça se passe bien et quand tous les deux sont épanouis, enfin, c'est la base. Excellent. Je t'embête un petit peu avec des chiffres, c'est la casquette VC qui Ouais, ressurgit un peu. J'aimerais savoir si tu peux nous communiquer un petit peu ton GMV pré-levée de fonds seed et série A. Prélevé, alors avant le seed, on devait être sur du 2,5 millions. Ça, c'était quand? C'était en 2018. Sur une levée de 4 millions, c'est ça? Ouais, c'est ça, un peu plus. Et ensuite, série A, on était plutôt sur ça dépend, entre 6 et 7. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, on a eu une pointe à 40. Ok. Ouais. Et on sera plutôt sur du 30. D'accord. Ouais. Ton record, c'est pendant le Covid ou pas du tout? Le record, c'était pendant le Covid, Ouais. mais voilà, c'est des corps qui sont très durs à lire. Ouais, bien sûr. Mais maintenant, on les lit de mieux en mieux. Donc, On a t'as une compris, bonne rétention. notre rétention, elle est juste incroyable. Ok. Aujourd'hui, je pense, 90% de chiffre d'affaires est fait par du repeat. Ok. Bon, moi, j'ai déménagé, mais je te Ouais. dis que me taper les courses et Ouais. faire la queue pendant 2 heures, j'ai vite arrêté ça. Voilà, maintenant, c'est des challenges logistiques, Ouais. des challenges d'onboarding humain. Enfin voilà, c'est encore une fois, c'est un challenge après un challenge, mais on essaie de regarder comment les autres font, mais on essaie quand même de faire à notre manière parce que ça fait partie de notre ADN, quoi. Toujours dire pourquoi, mais pourquoi. Et puis parfois les gens disent arrête de dire pourquoi et fais comme ça, et nous on va pas faire comme ça, on va faire pourquoi, et on va vraiment essayer de faire à notre manière. Bon, Et ça a plutôt bien marché. pour l'instant, ça marche plutôt bien. On Et touche du bois. parfois ça marche pas. Parfois on dit oh, on aurait peut-être dû l'écouter. Mais c'est comme ça, on se refait pas, quoi. Qu'est-ce que vous avez chié, excuse-moi de l'expression, mais depuis le début? Je pense pas que ce soit des regrets, parce que tu as pu apprendre des choses, mais Franchement, on chie tout le temps. Franchement, la vérité, on chie tout le temps. ouais. On chie tout le temps. Et l'important, c'est pas de baisser les bras et de regarder devant, quoi. Ok. Franchement, on peut faire franchement, tous les jours. T'as fait des paris sur des produits un peu exotiques, un peu Ouais, luxe, qui ont... tout le temps. Ok. Même encore aujourd'hui, on va faire rentrer des refs pour voir si ça marche. Voilà. Et puis, mais c'est comme ça fait partie de la belle vie. C'est un apprentissage. Et petit à petit, on affine et on a une offre unique, un produit unique. Et voilà, parce qu'on est parti traverser ces lignes rouges que personne a voulu traverser. Et puis, ça fait des bonnes choses. C'est un peu comme le vin américain, quoi. Ils vont mélanger des cépages, ils pensent oh non, 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 non. Et finalement, en goût, c'est pas mal, tu vois. Et puis là, ils vont dire c'est les puristes, et puis machin. C'est comme ça, c'est la vie, il faut se transgresser, quoi. Et puis franchement, si t'es entrepreneur et t'es pas un transgresseur, Ouais, c'est pas il y a t'as envie, quoi. différents... Comment dire? Il y a différents stades, mais pour aller se frotter à côté des gros de la GMS, faut en avoir, entre guillemets, quand même, non? Franchement, c'est pas une question faut en avoir, c'est plutôt une question d'inconscience. Ok. On s'en rend pas compte aujourd'hui, franchement, Ah, faut pas quantifier le risque dès le on départ, a en fait. toujours eu, exactement, on a toujours eu des grosses ambitions, ça tout le monde le sait. Maintenant, on nous dit qu'on se frotte au grand de la redistribution.
Peut-être, mais en vrai, on les connaît, on se parle, ils sont sympas, ils sont comme toi et moi, 2 bras, 2 jambes. Franchement, il y a pas de méchanceté, il y a même souvent de la bienveillance. Ok. Après, Une bonne relation avec après, on va me dire: «Ouais, parce que t'es petit, t'es start-upper, machin, et cetera». Voilà, et so what? Voilà, je suis à ma place aujourd'hui et c'est comme ça et ils me regardent comme ça et notre relation, elle est comme ça. Et si un jour, ça se tend, c'est peut-être parce que, ce sera de ma faute, ce sera peut-être leur faute, j'en sais rien, tu vois? Mais aujourd'hui, so what? Tout se passe bien, continuons, quoi. De toi à moi, mais t'es pas obligé d'y répondre, hein. Ces mecs-là, ils t'ont déjà fait des offres de rachat que jusqu'à Mais présent, tous les t'as jours, as tous les refusé? jours, je refuse 1 milliard, tous les jours. Non, mais franchement, Tous les jours, je te jure, tous les allez, jours, je refuse arrête. 1 milliard. 1 milliard. Faut pas le dire à mes investisseurs, mais tous les jours, je refuse 1 milliard. Ce matin, j'ai eu Jack Ma au téléphone. Il m'a Avec Jeff juste Jeff après. juste après. Alors Jeff, il est vraiment insistant, lui. Mais je lui dis non, Jeff, sorry. Non, non, on n'a pas eu d'offre de rachat. Euh, et pourquoi on en aurait? Je te pose une question. Pourquoi on en aurait? Parce que toi-même, je pense que tu l'as dit, ton gros asset, ton gros avantage, c'est quand même son beau logiciel développé en interne aussi. Au-delà de tous les partenariats que tu as pu avoir, et j'imagine, et on va aussi en parler très rapidement aussi des marges qui sont hyper importantes pour Bien vous dans sûr. ce secteur. Mais je pense que tu as eu justement comme on le disait, c'est un métier de logistique. Ouais, 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 ben, oui, il y en a un logiciel qui est propre à nous, qui fonctionne. Mais le leur aussi, hein, il fonctionne aujourd'hui. Faut pas croire, hein. Aujourd'hui, on peut peut-être faire 30 millions, mais le e-commerce des autres, c'est 100 millions. Oui, c'est vrai, c'est peu par rapport à leur chiffre d'affaires global, mais c'est que reste quand même au-dessus de nous. Aujourd'hui, on n'est pas leader. Euh, on est peut-être leader dans les livraisons same day, ça c'est sûr et certain. Mais les livraisons alimentaires, on n'est pas encore leader. T'as pas vocation à aller sur le physique. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais Donc, pourquoi pas? Qu'est-ce qui m'interdit d'aller dans le physique en fait? you tell me. Voilà, j'ai pas, je le ferai peut-être autrement, mais en fait, tant que je trouve un challenge intéressant et que c'est rentable et que c'est plaisant, faut y aller, quoi, tu vois. Franchement, l'autre, il vendait des livres, et puis il vend tout maintenant. Donc, et maintenant, il va dans Aujourd'hui, ils l'espace. vendent tout, c'est ça. Donc, pareil, hein, avec Dans le futur. Alibaba, ils ont commencé avec des trucs, maintenant ils font Alipay, un machin, un Taobao, etc., etc. Enfin, voilà, c'est comme un réseau social qui s'appelait Facebook, maintenant ils font de la réalité virtuelle, ils font Instagram, ils font La WhatsApp. fintech. Voilà, faut pas se fermer des portes parce que on se dit nous c'est la livraison alimentaire et ce sera comme ça toute notre vie. C'est pas vrai. Euh, Ouais, la notion, c'est pas de rester à ta place, en fait. C'est de Moi, mon bouger, quoi. métier, c'est que les gens ils passent un moment convivial autour d'une table et soient heureux à la maison. En vrai, c'est ça mon métier. C'est que les gens soient Et heureux à quoi la de maison. mieux avec un bon couscous label lui, quoi. Eh ben, attends, je vais te dire moi quoi de mieux avec le couscous de ta mère. Très bon. J'ai une dernière question un peu sur ton job. Là, on vient d'en parler, enfin sur ton job, ton industrie. Euh, on parle de marges qui sont. Alors, je sais pas si tu veux en parler ou si Ouais, tu un veux peu, donner ouais. des chiffres. Moi, je connais pas exactement la GMS, mais je crois que c'est hyper important vu que vous avez aussi des gros faits en termes de logistique. D'ailleurs, je tiens à le dire, là, on est arrivé tout à l'heure. Il y avait quoi? Il y a 100 personnes qui bossent en même temps ce soir. Ce Il y a de soir, l'émulation de partout. Enfin, ce soir, on doit être, il y a plus d'une centaine de personnes, livreurs ouais. compris, ouais. Et puis c'est 24/24, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres de nuit en plus. Alors, quelques chiffres de nuit, effectivement. Ok. Et juste pour comprendre, du coup, ouais, pour parler de la, puis je vais aller un peu plus loin et te Ouais, diriger vas-y. dans la question. Moi, je sais que tu as une offre qui est superbe d'ailleurs, où tu fais plusieurs promos. J'ai déjà chopé pas mal de viande d'ailleurs, pas Ouais. très cher en tant qu'avant étudiant. C'était plus accessible. J'aimerais comprendre parce qu'on a eu pendant des années tous ces scandales des GMS qui jetaient et qui ne voulaient pas vendre justement ou vendre à rabais des articles. Alors aujourd'hui, il y a des Too Good To Go, mais avant, c'était vraiment cette lutte contre le gaspillage. Ouais. J'ai l'impression que toi, tu as voilà, une autre stratégie vis-à-vis de ça. Ça rejoint un petit peu la question sur la marge. Ouais. Donc voilà, si tu veux nous en parler un petit peu, puis voir aussi peut-être du coup qu'est-ce que tu fais de différent par rapport aux acteurs classiques sur ce marché. Alors, en fait, nous, s'il y a des promotions, c'est en vrai qu'on a potentiellement du surstock sur certains produits. Donc finalement, c'est des approximations d'achat. Ça, c'est une chose. Peut-être la deuxième chose, c'est
voilà, on a une bonne offre sur tel produit, on en a acheté un peu plus. Enfin voilà, il y a pas mal de facteurs qui fait qu'on a une rubrique promo qui peut être gonflée parfois. On ne peut pas jeter, comme tu dis, pourquoi jeter? Effectivement, c'est pas du tout notre mindset. On préfère revendre en baissant nos marges euh, et faire en sorte que voilà, on mange un bon poulet le soir, un fermier, la Belle Rouge, et pour pas cher, et puis tant mieux, c'est comme ça. Pourquoi la grande distribution l'a pas fait, j'en sais rien du tout. Et Mais je tu sais marches presque pas dessus, qu'on toi. marche presque pas, mais personne ne fait que ses courses sur le promo, c'est très rare, tu vois, ça peut être des étudiants, etc. Ouais. Mais tant mieux en vrai, tant mieux. Moi, quoi. Bah ouais, tu vois, c'est très bien, tu vois, et j'étais content de le faire, mais quand tu vas commencer à travailler et toucher un peu d'argent, tu seras très content de te faire livrer tes courses et de dire, bah voilà, quand j'ai pas eu d'argent, je voulais manger tel fromage, tel gâteau, tel plat, etc. Et tu le feras, tu vois. Ça va arriver, Et, j'espère. et bien sûr, ça va arriver, mais en tout cas, on essaie de pas jeter. Alors, soit on met en promo, ou soit sur certains produits frais, type viande, fruits et légumes, etc., on le retransforme dans un laboratoire de cuisine. Euh, Et vous cuisinez des propres plats, et du coup. en cuisine des propres plats. Donc tu peux voir la rubrique traiteur sur La Belle Vie, Ouais. où finalement on cuisine avec des produits de La Belle Vie. Quand on a de la viande en trop, on va la revaloriser. Mais en vrai, tu vois, notre lasagne, nos lasagnes, c'est fait avec des super produits, des produits du terroir, avec des steaks de la maison Conquet. Avec une Enfin voilà, DLC jour J qui des t'empêche de la jour vendre J derrière, quoi. ou J+2, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment des produits super bons Ouais. et qui ont du goût et qui sont top, quoi. Voilà, c'est. Tu fais du bio, du vegan, parce que là on parle de viande et tout, mais je veux pas faire peur à tous les Alors, non, auditeurs. non, mais on est complètement une plateforme. En fait, c'est une plateforme. La Belle Vie, c'est une plateforme qui ressemble aux gens qui y travaillent, quoi. C'est une Ouais. plateforme qui est agnostique. On a du primeur, on a de la bonne viande, on a de la viande bio, on a des produits cachers, on a des produits halal, on a un traiteur, Excellent. on a des produits asiatiques, voilà, et une rubrique vegan. Il faut que les gens, encore une fois, mon métier, c'est que je veux libérer du temps aux gens, voilà, ils commandent La Belle Vie, ils vont faire leur piano, ils vont au cinéma, ils regardent des séries Netflix, mais en tout cas, ils vont avoir des bons produits à cuisiner ou à manger le soir ou le midi ou le matin. En tout cas, ils vont avoir un frigo rempli de trucs cool, des placards remplis, et ça, sans avoir fait la queue. Et c'est ça le plus important, parce que si tu fais pas la queue, tu fais autre chose. Ouais, bien Et en sûr. général, tu vas Et quoi? profiter de tes enfants. C'est quoi? C'est 2,50 ça peut aller jusqu'à combien en termes de livraison? En termes de prix, Ouais. Sachant qu'à 60 € c'est gratuit en 60 plus. euros, c'est gratuit. Donc voilà, Tu pour une l'atteins famille, on facilement, l'atteint ton panier, facilement. ouais. Donc déjà, notre panier moyen est au-dessus de 60 euros. Sinon, c'est 2,50 € avec une minimum de commande Ouais. 25 € en fonction de ta bite. Donc voilà. Très accessible. C'est les courses. Franchement, c'est les courses. Juste, tu m'as dit, donc du coup, j'imagine que ça dépend des articles, mais c'est quoi une marge brute, une fourchette, si tu peux donner Il y a plusieurs marges. La marge opérationnelle, la marge brute. Sinon, voilà, on va être sur du classique, 30-40%. Et puis, j'ai marge opérationnelle, comme une marketplace, quoi, 15-16%. Quoi. Ouais, avec tous tes coûts fixes qui arrivent Et derrière. les coûts fixes qui arrivent derrière, voilà. Hein. Ok, ouais, c'est pour ça que c'est classique. un métier de volume. Ok, bon, écoute, ma dernière question sur La Belle Vie, puis après, on va se réserver 5 minutes. Je sais, je m'excuse auprès des auditeurs, on déborde un peu, mais moi, ça m'intéresse de continuer, donc restez avec nous. J'aimerais savoir, alors je te pose une question très très large. Dans le best case scénario, t'es où dans 5 ans avec La Belle Vie? Je l'espère. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a dans le pipe une expansion internationale? Si tel est le cas, est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que plutôt ce sera du brick and mortar comme on en a discuté? Est-ce que c'est autre chose? La Belle Vie, ça nous suivra avec mon associé tant qu'on sera heureux dans la boîte, quoi. Déjà, ça c'est le plus important. C'est pas une question d'ego professionnel en disant on veut toute l'Europe. Voilà. Ça c'est clair et net. On l'a fait pour aller le plus loin possible. On a des grosses ambitions. On veut aller loin, mais on veut surtout être heureux au taf, quoi. Ok. Franchement, ça c'est mon premier drive. Ça va, t'es heureux hein, en ce moment ou... Bah, toujours des soucis en tant qu'entrepreneur, Alors, faut relativiser. mais j'aurais été beaucoup plus frustré
dans une entreprise, peut-être, Ouais, bien sûrement sûr. même. Mais Bon, il y a l'air d'avoir une bonne vibe en tout cas en bas. Ça a l'air de bouger. bah, c'est le plus important, c'est que les gens, ils savent déjà qu'ils sont sur un service express, donc c'est une boîte qui bouge tout le temps, il faut Ouais. être actif euh, sur le terrain, c'est une boîte où tu peux évoluer, c'est une boîte où tout le monde est accessible, hein, franchement. Moi, tout le monde parle à tout le monde. Tu vois, on a une règle simple, très simple dans la boîte, c'est je j'ai pas beaucoup de règles, tu vois, à part arriver à l'heure et tout, ça dépend mais la seule règle que j'impose, c'est ne jamais manger derrière son écran. Ok, Tu très verras, cool. personne ne mange à son écran, c'est interdit. Moi, il y a une deuxième règle que j'ai Et on identifiée. mange Hein. en salle de pause et Ok, avec pour la cohésion d'équipe, pour. voilà, cohésion d'équipe et puis j'ai envie que les gens extravertis, ils parlent avec tout le monde. Je veux pas que les gens ils se disent c'est les gens du bureau, c'est les gens du machin, etc. Ok. Voilà. Quand je sens que ça arrive, ça, j'essaie de créer de la cohésion et aller chercher du liant. Mais Tu ça, parles c'est des gens sur le terrain versus ceux qui sont dans le bureau. exactement, Ouais. exactement, parce que ça, on est une équipe, on travaille tous ensemble pour le même but, qui est le plaisir du client. Mais tous ensemble. On est une chaîne et il n'y a pas de gens pas importants. C'est impossible. C'est pas ça une boîte. C'est pour ça que tu as choisi d'installer tes locaux Aujourd'hui, avec l'entrepôt, quoi. j'ai deux entrepôts. Tous les entrepôts ont des bureaux au-dessus. Ok. Tous. Et, euh, et, et c'est pas parce qu'il y a la crise du confinement, du Covid, on est déjà, nous, par ADN, une boîte où le headquarter est très remote. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans, notre CTO il était déjà à Bordeaux, tu vois, on avait des graphistes qui n'étaient pas qui étaient pas au bureau. Donc ça, c'est pas nouveau pour nous. Par contre, on donne les, si mes techs qui sont dans toute la France aujourd'hui, bah, quand ils viennent une fois par trimestre à Paris, bah, ils ont un bureau, ils ont des conditions de travail qui sont cool et ça leur fait du bien. Tout le monde a compris que dans mon entreprise, notre, nos muscles, notre endurance, c'est la logistique. C'est ça qui, derrière, qui permet à avoir de la technicité, du marketing, etc. C'est-à-dire que tout part de la logistique. Si, nous, on a fait le choix très tôt par rapport à d'autres acteurs de maîtriser sa logistique. C'est un moment comme quand Price Minister a dit nous c'est marketplace et Amazon s'est dit nous c'est la logistique quoi. Tu vois, à un moment donné c'était au même niveau. Hein. Mais il y en a un qui a choisi de maîtriser sa logistique et voilà ce qui est aujourd'hui. Et nous, très vite, on a compris que Choix la gagnant. meilleure expérience qu'on peut offrir, personne ne peut l'offrir à part nous. Donc il fallait construire cette logistique-là. Et La Belle Vie, c'est une boîte, évidemment, qui doit procurer du plaisir chez nos clients avec des beaux produits, une belle expérience, avec sa client, etc. Mais en vrai, très froidement, c'est une boîte logistique, quoi. Une boîte logistique du dernier kilomètre. Et le dernier kilomètre, la logistique dernier kilomètre, c'est pas une science qui a 50 ans. Hein. C'est un truc à 5-6 ans, on commence à en parler et savoir gérer des entrepôts, des pickers, des livreurs, etc. On fait partie des pionniers et voire des leaders, quoi. En face, il y a que les gros du retail qui ont les moyens de faire ça et Amazon, quoi. Donc, on est dans ce ring-là et c'est pas un ring de planche à billets. C'est faux. Il y a la création là-dedans. Voilà. Et nous, entrepreneurs, on est des créateurs. Tu vois, on est des créateurs parce qu'on va aller chercher des choses qui sont cachées, quoi. Et c'est notre métier, quoi, de découvrir des choses. Waouh, waouh, waouh. Et c'est ce qui fait la beauté du truc, quoi. Tu vois. Et moi, je t'assure que tu pourras parler avec. Tu vois, il est quelle heure là? Il est 20h. Et tiens, regarde le bureau comme il est plein. Ouais. Regarde la banane qu'ils ont. Je t'assure, regarde la banane qu'ils ont. Et j'adore les challenger. J'adore les challenger. Et ils sont contents, ces boîtes-là. Moi, tu vois, il y a pas de foufrou, il n'y a pas de guirlande, il n'y a pas de. Je sais plus, tu vois, il y a une machine à café. Le meilleur truc que je peux donner à toutes ces personnes-là, c'est une vision et un bon taf. Un taf, ils se disent, j'ai de l'impact. Tu vois et les gens ici ont de l'impact, quoi, à tout niveau. À tout niveau. Un préparateur qui se trompe, il a un impact, tu vois.
S'il t'envoie un poulet à la place d'une cuisse de poulet, il a eu son impact négatif Non, ou positif. Histoire qui m'est arrivée. Hein. Voilà. Et je vais voir pareil, tout le monde a un impact, tu vois. Et il faut faire comprendre aux gens que tout le monde a cet impact-là. Ouais. Mais c'est leur donner, c'est les comprendre et leur donner le taf, voilà, où ils peuvent s'épanouir au moment T. Et je dis bien le moment T parce que cette envie-là va complètement évoluer avec le temps. Parce que tu trouves une petite copine, un petit copain, tu déménages, machin, etc. Donc ça évolue. Mais moi, mon travail aujourd'hui, c'est juste de dire, hé les gars, il y a plein de sujets sur la table et ils sont intéressants, regardez-les. Et si ça les intéresse, c'est que c'est les bonnes personnes. Tu comprends? Ça, c'est mon travail aujourd'hui. C'est prendre des gens, en vrai, qui sont bien plus futés que moi. Ok, moi, je mets juste le doigt où il faut et c'est tout, quoi. Et c'est ça un travail d'équipe. Tu recrutes ou pas? Alors aujourd'hui, la belle vie, ça recrute essentiellement aux opérations, mais on doit avoir 60, 70 postes de libre. Voilà. Le recrutement, c'est ce qui est le plus dur ever dans une startup. C'est pour ça qu'il y a plein d'agences de recrutement. Et là, j'ai dit ça. Je suis sûr que tous les recruteurs vont m'appeler. Ça va pas dire. Sur LinkedIn, salut, j'ai écouté ton podcast. En même temps, mais moi, j'ai envie de bosser pour toi maintenant. Là. Salut, j'ai écouté ton podcast. Apparemment, tu galères pour recruter. J'ai des recruteurs maintenant en interne. Mais à chaque fois que quelqu'un rentre et qui a un impact, on essaye de trouver quelqu'un qui lui ressemble et qui pourra avoir autant d'impact. On essaye vraiment de faire une espèce de psychologie. On fait de la psychologie en essayant de chercher les traits de caractère qui correspondent à ce poste-là et à ce qu'on recherche. Pareil, culture tout à l'heure d'entreprise. Moi, je sais pas si j'ai une culture entreprise, mais le seul truc que j'ai, c'est. Je pense que je suis là, mais tu t'en rends pas compte parce Exactement, que t'es dedans. Et je pense que c'est encore mieux. En c'est fait. reflété sur la banane de tes collaborateurs. Exactement, voilà. Et avec culture entreprise, c'est leur donner un boulot qui kiffe, trouver les personnes qui kiffent ce boulot-là, Ouais. et quand ils viennent bosser et qu'ils disent pas, je vais bosser, tu vois. Franchement, quand je trouve quelqu'un et qui me dit, ça me fait plaisir d'être là, et parce que je me sens utile, bah, c'est trop cool, quoi, tu vois. Moi, je fais du rugby, par exemple, tu vois. Et j'adore quand j'ai, tu vois, j'ai 38 ans, mais parfois je joue avec des jeunes. Ouais. Quand c'est leur premier match et ils me disent putain, j'ai kiffé, putain, mais c'est trop bien, quoi. Le mec, il a commencé le rugby un peu tard, il a kiffé, il a fait du judo ou je sais pas quoi avant, et il se dit putain, ça c'est le kiff, quoi. Là, c'est un peu cette sensation-là, est-ce que je recherchais la belle vie, quoi. Ils se sont dit, bah, j'étais pas perdu, mais en tout cas, j'étais dans quelque chose et je découvre une autre chose qui me plaît. Mais ça va pas plaire à tout le monde, hein. Il n'y a pas de 100% de matching. Voilà. Moi, j'ai juste trouvé la personne qui va être ce poste-là et qui va kiffer. Voilà. Souvent, on se trompe, en vrai. Mais quand on trouve, retourne-toi, mec, il est 20h et ils sont là. Bon, ceux qui veulent relever le challenge, let's go sur ton site, j'imagine. Ils peuvent voir tous les posts. Ouais, ils peuvent aller sur le site, LinkedIn, Indeed, trucs comme ça. Welcome. Ouais. Pas encore welcome, bientôt. Non. Donc, si les commerciaux welcome m'écoutent, ça va venir. On est en train de retravailler tout ce qui est branding. En fait, pendant 5-6 ans, on a été une boîte qui a très peu fait de communication, de marketing, design, etc. En fait, on était une boîte de log, quoi. Tu vois, notre produit design, c'est notre design logistique, tu vois. Le plus belle com, c'est le bouche à oreille qu'on a avec les clients et qui sont devenus clients. Ça, c'est ce qu'on a fait de mieux aujourd'hui. Peut-être que demain, on fera des choses mieux et je l'espère sincèrement. Mais aujourd'hui, la belle vie, c'est une boîte un peu bizarre qui va faire 30 millions de chiffre d'affaires, très peu de marketing, très peu de com. Mais finalement, avec la base, quoi, un service client, des produits qui sont bons. Voilà, même si voilà, c'est la base maintenant. On a une bonne base, on va essayer de frotter ce diamant brut, quoi. Et tous ceux qui rentrent là sont des diamants bruts et qui restent.
Excellent, mais écoute, j'ai hâte qu'on s'en reparle. Je pense qu'on pourrait faire un petit épisode sur la culture d'entreprise et le sens de la vie. Franchement, peut-être, Mais on peut-être va, sur le on va sens de la enchaîner, vie, Paul. mais c'est pas, je pense pas que ce soit mon fort. Non, Ce soit grave mon fort. intéressant. Non, bah, du coup, on va aller dans des questions un poil plus philosophiques, mais moi, j'ai une question à te poser que je Ouais. vais poser à tous les entrepreneurs que je vais recevoir, donc de différents stades de développement, différentes industries, différentes personnalités. Ouais. J'aimerais savoir si tu avais la possibilité de choisir un board member aujourd'hui, réel ou fictif, vivant ou mort. Ce serait qui et pourquoi, évidemment. Bah, board member de rêve, Ouais, de rêve. le rêve, vas-y. On a le droit de rêver ici, quoi. Exactement. Bah, on est à la belle vie ou pas? Aujourd'hui, on est le 5 octobre et c'est l'anniversaire de la mort de Steve Jobs. Ah ouais? Et Putain, ouais. j'ignorais. Et Ok. Steve Jobs, c'est le GOAT forever, quoi. Ah, mais c'est le GOAT d'un product, par exemple. T'aimerais qu'il t'aide à bosser sur ton app? T'aimerais qu'il t'aide à bosser sur quoi, alors? Surtout, Sur sur la moi, vie. surtout. C'est un coach de vie, en fait, tu c'est- veux le garder pour toi. Steve Jobs, c'est quand même le entrepreneur phare de la Silicon Valley. Enfin voilà, et évidemment il y a Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, mais Steve Jobs c'était le premier qui a mis cette passion de l'entrepreneuriat à ce niveau-là, quoi. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui sa boîte c'est la plus grosse au monde, quoi, tu vois. Voilà. Après, Bon, make sense. Hein. c'est Steve Jobs, quoi. C'est Steve Jobs, évidemment, Steve Jobs. Après, ça fait partie de nos modèles, hein. C'est comme ça, hein. Après, quel appel du pied je pourrais faire? Écoute, je te laisse Je sais voir. pas, je sais pas. Non, mais c'est bien, bon, c'est moi, essayer de ça comprendre met un tout le peu monde les d'accord. besoins. J'ai 2 dernières mini-questions. Vas-y. De toute Euh, façon, t'as éclaté le temps. Donc, oh, en bas, bon, tu alors peux là, en on rajouter peut y 5. aller. Hein. Les gens qui sont à cette question-là, à ce moment-là, en vrai, ils disent, bah, allez, vas-y, on peut continuer 10 heures. Ouais, j'espère qu'ils apprécient, en tout cas, ceux qui restent avec nous jusqu'à la fin. J'ai 2 dernières questions. La première, on va cut. Je vais te demander un seul adjectif. J'ai presque une idée, mais en fait, tu vas me répondre. Comment tu résumerais actuellement avec un adjectif ou un mot ou un groupe de mots ta vie entrepreneuriale et pourquoi? Je te demande pas ce que c'est qu'être un entrepreneur, je te demande toi subjectivement sur ton parcours aujourd'hui. Un adjectif? Ouais, ou un mot. Un mot, c'est la résilience. Ok. La résilience. Je peux te demander de développer, mais je crois qu'il suffit d'écouter 1 heure de podcast pour bien comprendre. Hein. Ah, je sais pas. Oui, peut-être. De toute façon, si, faut s'accrocher. Il y a des hauts, des bas, des victoires, des coups de poignard. C'est comme ça. C'est un peu l'effet de l'amour, mais en vrai. Hein. Mais voilà, c'est franchement, évidemment, être entrepreneur, c'est pas pour tout le monde, mais entreprendre pour moi, et ça reste que pour moi, et à mon niveau, c'est quand j'entreprends, on sent la vie, quoi. On sent la vie sans filtre, quoi. C'est la passion, quoi. frustration, la passion, Ouais. la joie, la colère, la curiosité, enfin, voilà. Ça, c'est sentir la vie, quoi. Quand tu entreprends, tu sens la vie, quoi. Et franchement, je souhaite à tout le monde d'entreprendre avec Ok. du succès et des échecs, parce que c'est comme un plat, quoi. Tu sais, si un plat est bon, c'est parce que tu as goûté le mauvais, quoi. Tu l'apprécies. Bon, je te remercie pour ta franchise. t'en prie. Alors, parler sans langue de bois. J'ai une dernière mini-question. J'aimerais savoir qui est-ce que tu aimerais entendre à ta place et se frotter à mes questions. Ah, c'est une très très bonne question, ça. Très très bonne question. M'en voulez pas, ami entrepreneur, si je ne le cite pas, mais il faut au moins que j'en cite un. Un mec qui est... Alors c'est bon, je l'ai. Bah, bah, Ah là on là t'attend là là. Je vais faire l'intro et je dirai son nom à la fin. Pour moi, c'est l'entrepreneur français le plus sous-coté de France. Le plus sous-coté de France. Écoute le CV. Hein. Écoute le CV. Écoute bien. Accroche-toi. C'est T'es accroché Olivier là. Giroud, quoi. Déjà, c'est l'Expo Giroud. Déjà, en tant que VC, tu vas faire, mais comment je le connais pas, quoi. Et personne, pas beaucoup de VC le connaissent. Il a 30 ans. Il était parisien et il est parti à Bordeaux vivre il y a 3 ans. Juste après avoir vendu sa première boîte
dans le jeu mobile. Je ne vais pas dire un chiffre de vente, mais je vais donner une fourchette. Il a vendu donc à 27 ans une boîte de jeux sur le mobile entre 50 et 100 millions d'euros. Ok, donc déjà à 25 ans, c'est d'un niveau. Ça va. Il a 30 ans aujourd'hui et il a remonté une boîte de ce niveau déjà. Donc faire 2 boîtes à 100 patates avant 30 ans, vas-y, toi qui es ici, tu peux me dire qui a fait ça? Personne. Bah, drop the name alors. Il s'appelle Adrien Mignati. Adrien, c'est quoi son jeu qu'il a vendu avant? C'est des jeux casual gaming, voilà. Si tu connais Voodoo, c'est le futur Voodoo. Bon, Adrien, j'espère que tu nous écoutes. Il est très timide, Adrien. Ah, mais je vais te faire parler. Super. Bon, un grand merci, Paul. On est allé way overtime, mais je crois que, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Aussi, c'est un plaisir. Merci d'être venu. Ben, avec grand plaisir. Et puis, peut-être next time pour un autre épisode de La Belle Vie, épisode 2. Peut-être. Plus jamais d'épisode aussi. Non, ou la next venture, on sait pas. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode dans la tête d'un CEO. Salut, Paul. Salut. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine.